Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui est de retour à Shyamalan Land. Oui, elle était facile à faire, mais il fallait que je la fasse. De retour donc chez Monsieur M. Night Shyamalan, qui après son retour, on peut le dire aussi, je vais dire retour 3 fois, mais c'est pas grave, à un cinéma plus modeste avec The Visit l'an dernier, semble en passe de signer son retour une nouvelle fois, mais en grâce ce coup-ci tout simplement, vu l'accueil plutôt très favorable que reçoit Outre-Atlantique son dernier film Split, auquel nous allons à notre tour nous attaquer avec les 3 schizophrènes de la critique réunis autour de la table ici à l'antenne Paris. Léa Baudin, salut Léa. Salut. Arnaud Bordas, salut Arnaud. Salut Thomas. Et David Honora, salut David. Salut. Allez, c'est Nos Ciné, épisode 72 et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Alors attention, je précise d'emblée que c'est une émission 100% spoiler. Si vous n'avez pas vu le film, que vous l'attendez avec impatience, mettez sur pause, écoutez l'une de nos anciennes émissions et revenez après l'avoir vu. Voilà, c'est dit. C'est bon, vous êtes partis? Bon, Split, ça démarre par un enlèvement. 3 jeunes filles se retrouvent embarquées et enfermées par un étrange personnage, Kevin. Kevin alias James McAvoy, mais aussi alias Barry, Dennis, Patricia, Hedwig. En tout, 23 personnalités qui se bousculent dans la tête du très très dérangé personnage et une menaçante 24e dont l'arrivée est annoncée, la Bête. The world will understand now. The beast is real. He's done awful things to people and he'll do awful things to you. Et donc, comme c'est un full frontal spoiler, disons-le tout de suite, c'est une suite à Incassable. Enfin, pas à 100%, disons que c'est une rampe de lancement pour Incassable 2, puisque Bruce Willis fait une apparition à la toute fin, reprenant son rôle de David Dunn, laissant présager une future confrontation entre lui et Kevin, désormais lui totalement transformé en super méchant. Mais nous en sommes pas encore là dans cette émission, revenons un petit peu sur ce Split quand même. Je me tourne immédiatement vers David, qui est le spécialiste officiel de Shyamalan au sein de notre équipe. Je rappelle que tu as co-signé, David, le livre Contes de l'au-delà, le cinéma de M. Night Shyamalan aux éditions Vendémiaire. Ça fait donc de toi un spécialiste 100%. Alors David, verdict sur Split. Alors déjà c'est un film assez particulier qui épouse en fait son sujet dans le sens où le film a plusieurs personnalités et en fait passe par plusieurs genres. Et le spectateur non averti, c'est-à-dire celui qui a arrêté le podcast avant qu'on commence à spoiler, va pendant le film se dire mais en fait à quel genre appartient ce que je suis en train de voir. Donc on commence dans le film de rapt, d'enlèvement, sujet sur lequel il y a eu finalement pas mal de trucs pas terribles, que ce soit dans les productions Bloom ou autour de ça. Ou même dans les séries télé américaines, c'est un grand classique, la jeune fille enfermée dans une cave. Qui se retrouve très vite en petite culotte, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Ce qui se passe dans le film de Shyamalan. Tout à fait, ouais. Et puis on a l'aspect plus thriller psychologique, justement, avec le suivi par une psy du personnage de James McAvoy, et on découvre qu'il a plusieurs personnalités et qu'il passe vraiment d'une personnalité à l'autre. Et on pourra peut-être en parler un petit peu tout à l'heure. C'est plus ou moins inspiré d'une histoire vraie d'une personne en fait qui avait commis des meurtres et qui a été entre guillemets pas innocenté mais blanchi, déclaré fou, et sur le fait que c'était une de ses autres personnalités qui avait commis les meurtres et pas entièrement lui. Donc il y a aussi tout cet aspect un petit peu médical, et puis progressivement on voit certains aspects du film qui sont je dirais pas caricaturaux mais très stylisés. Notamment il y a des flashbacks de l'enfance de la jeune fille, d'une des 3 jeunes filles qui est le personnage principal, avec James McAvoy, dont on découvre, donc comme on est dans les spoilers, qu'elle a subi des sévices dans sa plus tendre enfance, et la manière dont sont filmés ces flashbacks, je dirais, sont pas du niveau de sérieux et de réalisme de ce à quoi le film ressemble au début, et ça devient plus cohérent quand on découvre à la fin qu'on est dans l'univers entre guillemets super héroïque dans lequel se développait déjà Incassable.
Et donc moi je suis passé un peu par tous ces états d'esprit. Je me suis demandé qu'est-ce que me racontait le film, où ça allait. Et en fait quand on arrive à la fin et qu'on a cette révélation qui est que ce film est dans le même univers qu'Incassable. En fait, le sujet et le personnage de James McAvoy étaient un petit bout du script initial d'Incassable qui avait été coupé à l'époque, qui avait été retiré du scénario et que Shyamalan a développé. Et là, évidemment, on a du coup un cas hyper intéressant et hyper excitant, assez rare dans l'histoire du cinéma, d'une pseudo-suite ou presque d'un spin-off absolument pas annoncé par le marketing, donc ce qui va complètement pas du tout vendu comme ça, même si en fait en y regardant bien, c'est ce qu'on s'est rendu en collant les deux affiches. Oui, par exemple en collant les deux affiches, on se rend compte qu'il y a Exactement. Un thème commun avec la vitre brisée sur les deux affiches. Et donc voilà. Donc moi j'ai très hâte de revoir le film et de le revoir en connaissance de cause, c'est-à-dire en voyant ce que le film est finalement, c'est-à-dire l'origine story d'un méchant et peut-être aussi d'une super héroïne. Peut-être que la jeune fille peut aussi devenir une héroïne. Et puis j'ai quelques réserves. Moi, on l'a dit, je suis un inconditionnel de Shyamalan, à part peut-être pour le dernier Maître de l'air sur lequel j'ai quand même de grosses réserves. J'avais été vraiment séduit par The Visit, qui, selon moi... auquel nous avions consacré une émission, d'ailleurs, voilà, avec Arnaud, déjà. On s'était frité avec Arnaud à l'époque. Gentiment. Mais, ils ne se sont pas parlé depuis. Donc pour moi, on entend parler de comeback. Effectivement, au box-office, il s'apprête à avoir un succès a priori impressionnant. Pour moi, Shyamalan n'avait jamais vraiment disparu du paysage. Non, mais sa carrière, en tout cas du point de vue critique et spectateur, avait pris un sacré coup dans l'aile avec notamment ses films de commande, After Earth et puis... C'est un gros retour en grâce au niveau critique et au niveau du box-office. Et puis voilà, les quelques réserves que j'ai sur le film, c'est justement la manière dont il se joue du genre et des aspects un peu, je dirais, soit faciles, soit je dirais un peu cheap dans la manière justement de mettre en scène les jeunes filles, de développer certains aspects de l'intrigue. Mais voilà, globalement, c'est un film qui est en tout cas qui est très excitant dans ce que ça augure pour la suite. Arnaud. Alors, moi, évidemment, j'ai pas la même relation à Shyamalan que David. Hein. Moi, ça fait juste 15 ans que ça a été un grand cinéaste sur non pas ses 3 premiers films, mais ses 3 premiers succès, hein, Sixième Sens, Incassable et Signe. Et puis après, ça s'est écroulé pour moi, quoi, vraiment. Et j'ai jamais retrouvé vraiment et justement, je pense que l'échec critique et commercial de Incassable l'a pas mal miné. Et au point de reporter, d'annuler d'ailleurs dans un premier temps la trilogie Incassable qu'il devait faire. Et de réannoncer régulièrement qu'elle allait relancer le truc. Et de le faire basculer dans une sorte d'œuvre balisée effectivement d'objets de commande et de films plus autorisants comme Le Village ou La Jeune Fille de l'eau, où il semblait régler ses comptes avec la critique, essayer de se montrer plus intelligent que ce qu'on pensait qu'il était. Enfin, c'était vraiment... Pour moi, il a traversé 15 années où j'avais même carrément perdu espoir, quoi, de revoir un jour. Alors, le problème, c'est que je ne sais pas si avec Split, on peut dire qu'il refait à nouveau du grand cinéma. Par contre, c'est intéressant de voir ça. C'est intéressant de voir un cinéaste qui, je pense, s'est posé la question, s'est dit à un moment, ok, je vais repartir sur l'univers d'Incassable, mais comment je vais le faire ? Comment je vais faire pour retrouver la fraîcheur du premier, avec cette histoire justement qui cueille tout le monde en disant finalement vous avez vu un film de super-héros sans le savoir, hein, et comment retrouver ça ? Et finalement le meilleur moyen, c'était d'arriver par le truchement du marketing évidemment, mais par un film détourné où on essaie de nous faire croire qu'on va voir un film de tueurs à multiples personnalités. Et d'aboutir in fine à rattacher le wagon à Incassable, parce que c'est une vraie surprise à la fin. Après, c'est pas non plus une surprise. Moi, c'est ça qui m'a
plu aussi, qui m'a attrapé, c'est que c'est pas un truc plaqué, la séquence finale avec Bruce Willis, c'est pas un machin plaqué comme ça de manière totalement artificielle. Moi, mon expérience du film, c'est qu'à peu près à partir de la moitié, j'ai commencé à me dire ah tiens, il retraite les mêmes thématiques en effet qu'Incassable. Il y a par exemple ce parallèle entre le personnage de Kevin, dont on voit peu à peu qu'on essaie de nous dire que ces multiples personnalités sont en fait un pouvoir, une autre étape de l'évolution. Et en cela, c'est peut-être pas innocent qu'il ait pris James McAvoy, un X-Men, pour jouer le personnage. Mais donc, une autre étape de l'évolution, il y a ce personnage-là, Kevin, et de l'autre côté, il y a cette jeune fille qui, de plus en plus, nous apparaît comme une sorte de reflet inversé de lui, quoi. Exactement comme Bruce Willis et Samuel Jackson dans Incassable, puisqu'elle aussi a souffert, et qu'à la fin, il lui dira, d'ailleurs, ceux qui ont souffert, ce sont ceux qui font l'évolution, justement, hein. Et puis, jusqu'à donc la révélation finale, où enfin, on a cette scène avec James McAvoy face à un miroir brisé, d'ailleurs, où il répète des phrases qui réitèrent... Il dialogue entre ces différentes personnalités. Voilà, et il réitère clairement, de manière explicite, les thématiques d'Incassable, avec la musique de James Newton Howard, le thème d'Incassable. Donc là, c'est avant même que Bruce Willis apparaisse. C'est déjà très clair. C'est, voilà. Et donc, c'est tout ça pour dire, c'est amené. C'est vraiment, je pense qu'il y a, même si on ne prend pas conscience qu'il est dans les mêmes thématiques, c'est souterrain, c'est préparé pendant tout le film, quoi. Et voilà. Donc, après, moi, je serais tenté simplement de dire que par rapport à la relation que j'ai eue à Shyamalan, je suis pas du tout persuadé. Là, j'attends de voir Incassable 2 pour dire vraiment s'il est de retour, quoi. Mais je trouve que c'est un beau petit teasing. Où pour moi il me donne l'impression pour la première fois depuis 15 ans d'avoir essayé de faire quelque chose qui soit à la fois malin et en même temps qui prenne en compte ses personnages et l'univers qu'il a créé. Voilà, et pour aboutir à l'arrivée à un film de super-héros, bah voilà, en fait, dans le contexte actuel, quoi, il y en a plus des films de super-héros comme ça, quoi. C'est, moi, à mon sens, on est dans un tel marasme, quoi, qu'au moins on pense qu'on veut du film, mais au moins le gars il essaie des trucs, quoi. Et là-dessus, donc, je trouve ça donc plutôt encourageant, quoi. On verra la suite, ce qu'il fera, quoi. Mais voilà. Léa ? Alors moi, c'est un film qui m'intéressait énormément parce que c'est un sujet dont je suis particulièrement cliente, hein, donc j'y allais toute guillerette. Et puis j'ai trouvé ça très intéressant dans le sens où, pour moi, l'une des grandes forces du film, en fait, c'est que c'est très équilibré. Parce que c'est à la fois... je pense qu'il aurait pu se perdre, il part souvent un petit peu dans tous les sens, mais là où il aurait pu se perdre, c'est que c'est vraiment un film d'acteur. On a une énorme performance d'acteur pour James McAvoy, qui est quand même très très impressionnant dans tous ses rôles. On y croit tout le temps. Et là où c'est assez fort, c'est qu'on a une révélation extraordinaire avec cette actrice qui s'appelle Anya Taylor-Joy, qu'on a vue dans The Witch, et qu'on a vu également dans un film qui s'appelait Morgan, mais je pense qu'il y a assez peu de gens qui l'ont vu. Oui. Dans quelques téléfilms américains c'est aussi. une actrice qui a une vraie gueule, qui est magnétique, qui a un regard de fou. Et pour moi, ce qui est extraordinaire de sa part, c'est justement d'avoir réussi à faire le poids face à un James McAvoy qui est dans l'un des rôles de sa vie, je pense. Et à côté de ça, la mise en scène n'est jamais inexistante. Le plan d'ouverture du film est scotchant. On a une espèce de travelling compensé, super discret, super subtil, moi je trouve que vraiment il filme son actrice comme rarement il l'avait fait depuis pas mal de temps. Et du coup, je trouve que c'est en ça qu'il réussit quand même quelque chose d'assez fascinant. Et pour moi, la deuxième grande force du film, c'est que selon moi, Shyamalan, c'est un des réalisateurs qui maîtrise le mieux le genre fantastique. Parce que, comme le disait David, c'est un film qui parcourt les genres, mais en fait, le but ultime, l'objectif final, c'est le fantastique. Et c'est assez rare aujourd'hui, même dans l'histoire du cinéma, de voir des réalisateurs qui maîtrisent à ce point-là le principe du genre fantastique, c'est-à-dire d'avoir ce truc très ancré dans le réel et en même temps des petites incursions du surnaturel pour finalement aboutir à quelque chose de complètement dingue.
Et je trouve que ça, c'est quelque chose de suffisamment rare pour être souligné. Et c'est toujours très cohérent, en fait. Et c'est vrai que la fin, évidemment, on est un peu soufflé. Enfin, moi, honnêtement, je ne l'avais pas vu venir, la fin. Pour moi, Incassable, c'était vraiment très loin. Je l'ai vu il y a assez longtemps. Ça m'était sorti de la tête. Pourtant, c'est vrai que quand on voit l'affiche, il y a une évidence, mais ça m'était sorti de la tête. Et puis, c'est vrai même sur les thèmes, tu t'es pas dit à certains moments, ou alors carrément dans le dernier tiers, quand il commence à monter sur les murs et tout. Bien sûr, mais ce qu'il y a, c'est que finalement, les thèmes chez Shyamalan, c'est quand même toujours quelque chose d'assez constant, quoi. C'est pas, même si bon, c'est toujours chaque film est spécifique, mais c'est quand même souvent les mêmes thèmes qui reviennent. Et donc, je me suis pas dit Bruce Willis va me tomber dessus dans 10 minutes, quoi. Et c'est pour ça que j'ai moi aussi assez envie de revoir le film à la lumière. Enfin, c'est souvent chez Shyamalan qu'on a une première vision du film, on se prend le twist en pleine face, et puis c'est toujours extrêmement intéressant de le revoir à la lumière de tout ça. Et donc moi je suis assez conquise et je demande finalement à le revoir. Il y a aussi un aspect qui raconte un peu dans les interviews qui peut nous permettre de tirer des conclusions ou pas sur la suite de sa carrière. C'est qu'en gros, il s'est autorisé à refaire un thriller un peu pour adultes parce que maintenant, ses filles sont suffisamment grandes. Et on se souvient qu'il avait fait La jeune fille de l'eau à l'époque comme l'adaptation d'un livre pour enfants qu'il lisait à ses filles qui étaient bébés. Il avait inventé pour ses filles. Ouais, voilà. Et d'ailleurs l'histoire a été chier, ses filles. a été éditée. Est-ce qu'il y avait le personnage du critique dans l'épisode du critique, les gamins devaient être dans le bouquin, les gamines elles ont dû s'emmerder. Mais c'est qui papa ce monsieur? C'est un connard. Alors, enfin, la jeune fille de l'eau qui reste un très très beau film à part peut-être cette petite faute de goût, mais qui est à voir comme un film pour enfants et en fait il y a vraiment un aspect disons biographique à voir dans sa carrière qui est sur toute cette période où peut-être il s'est perdu dans un genre qui est peut-être pas ce qu'on préfère chez lui. Il raconte qu'il y a deux personnalités qui se battent dans son cinéma. Il y a le réalisateur de Sixième Sens qui a fait toute sa gloire et son succès et qui fait des films pour adultes qui tournent beaucoup autour des traumatismes, etc. Et il y a le scénariste de Stuart Little. C'est vrai. Et le réalisateur de ses premiers films. Et le réalisateur de ses premiers films, Wide Awake, qui est vraiment un film pour enfants, une commande Disney, à l'époque produit par les Weinstein, et qui a quand même, malgré tout, lancé sa carrière. Donc on voit quand même même dans ce film-là, c'est un scénario assez enfantin, des grandes qualités de metteur en scène. Et voilà, donc ce côté adulte, qui est aussi un aspect qui manque cruellement justement au film de super-héros. C'est ce qu'on peut espérer de mieux. Et puis, tout simplement, au-delà de l'aspect adulte, David, moi il me semble, ce qui manque au film de super-héros à l'heure actuelle, et c'est toute la thématique de Split et de Incassable, c'est la foi, quoi. La foi en ce que tu racontes, quoi. Oui, bien sûr. Je veux dire, quand tu vas voir des Marvel, des DC Comics, des trucs comme ça, tu vois clairement que les gens qui te racontent l'histoire qu'ils sont en train de te raconter n'en ont strictement rien à foutre. C'est des films très cyniques. Voilà. Shyamalan, c'est quelqu'un qui, en tout cas, dans ses meilleurs, dans ses pics de créatifs, a une foi en ce qu'il raconte phénoménale. Et tout ce dont parle le personnage de Kevin dans Split, c'est de ça, quoi. Tu vois. C'est quand tu as la foi, ça peut soulever des montagnes. Ça peut en l'occurrence même transformer ton propre corps, transformer ton corps, transformer ta vie. Voilà. Et ça, c'est clairement quelque chose. Il fait presque un prêche à la fin quand il lui dit à la jeune fille Rejoice, réjouis-toi. Il lui parle comme un curé quasiment. Un curé qui vient de manger ses copines, mais un curé quand même. C'est vrai que la foi, c'est de toute façon c'est la grande question qui traverse la filmo de Shyamalan, pardon. Mais moi, ce qui est aussi la grande ambivalence du film, c'est que c'est à la fois un film très ambitieux, qui est beaucoup plus ambitieux que The Visit, par ailleurs, que j'ai adoré, mais
Ah, il y a une deuxième qui a adoré The Visit. Ah non, vraiment, ouais, j'ai beaucoup aimé The Visit. Et c'est un film qui est beaucoup plus ambitieux selon moi et qui en même temps est assez humble. Oui. Il est jamais grandiloquent ni dans la mise en scène. C'est très resserré. Il y a beaucoup d'effets de style. Il y a une vraie personnalité de réalisateur. Et en même temps, c'est assez simple et efficace. Donc, c'est ce qui fait que je pense que beaucoup de spectateurs vont être cueillis. Et c'est ce qui fait qu'aux États-Unis, ça marche déjà. Et que ça va probablement marcher ici aussi. Et alors, à l'inverse, pour terminer. La petite réserve que j'ai quand même sur le film, et ce qui fait que j'ai quand même été un petit peu déçu à la hauteur de mes attentes. Qui était très haute. Qui était très haute. C'est que peut-être pour quasiment la première fois, j'ai pas vraiment été ému par le film. C'est notamment dû au fait que c'est un film pour le coup très cérébral, enfin même littéralement, avec justement l'enchaînement des personnalités. Et j'ai pas eu ce Shyamalan moment que j'ai vraiment à chaque fois et qui est justement dans ce rapport à la fois, dans ce rapport à l'angoisse, dans ce rapport au trauma original. Voilà, il m'a manqué. Ça réside vraiment dans le personnage de la jeune fille. Ouais, il y a un moment glacial à la fin du film où elle est dans la voiture de police et on lui dit que son oncle va qui est venir donc la chercher, son agresseur sexuel. C'est quand même. Je suis assez d'accord avec toi que ça manque peut-être un petit peu d'émotion dans le film par rapport au Shyamalan que moi j'ai aimé, quoi. Oui. Mais t'as quand même, moi, je veux pas dire que j'ai eu les larmes aux yeux, mais la fin, c'est quand même, t'as cette petite gamine qui se retrouve et où tu dis, mais elle est seule au monde. Elle passe d'un prédateur à l'autre. Voilà. Et alors effectivement, ça va être intéressant de voir ce que devient ce personnage, effectivement, qui peut être une sorte de. Thomas, tu me parlais d'une sorte de Robin, peut-être, de sidekick. Peut-être. Les Avengers de Shyamalan. David Dunn, les Shyamalan. À mon avis, elle risque d'être un peu déchirée entre Kevin et David Dunn. Ça sera peut-être plus Jason Todd que Robin. Le Robin originel, n'est-ce pas, pour rester sur la métaphore Batman. Pour terminer, on prend quelques instants pour les recommandations d'usage. On peut rester, les amis, dans les filmos de Shyamalan et de James McAvoy, mais comme toujours, ça n'est pas une obligation, vous êtes libre. Léa, tiens, tu commences. Alors moi, on parlait du village tout à l'heure. Moi, je crois que c'est mon film préféré de Shyamalan. Mon Dieu. Voilà. Donc c'est un truc que j'assume complètement. Ah mais tu as 100% que j'ai raison. Il n'y a pas de plaisir coupable. J'ai découvert ce film en salle. J'étais très jeune et je crois que c'est vraiment une de mes premières grosses claques en salle. Donc vraiment, je vous conseille de voir ou de revoir Le Village. Arnaud. Non, moi j'avais pas préparé de recommandations. Ça fait longtemps que t'es pas venu, Arnaud, t'as oublié comment ça marche. J'avais oublié le truc, mais non, moi je vais recommander le dernier grand film à mon sens de Shyamalan, c'est Signe, qui était comme d'habitude avec Shyamalan quand il est au sommet de sa forme. Là, c'est un tour de force, c'est-à-dire avec un champ de maïs, un père, ses enfants, une petite baraque, il arrive à faire un film d'invasion extraterrestre et puis alors qui pour le coup comporte des pics émotionnels formidables, quoi. Moi, je me rappelle notamment la crise d'asthme du petit garçon de Mel Gibson dans la cave. Là, c'est magnifique cette scène, quoi. Et puis la fin aussi avec l'extraterrestre là devant la télé, la batte de baseball et Joaquin Phoenix. Moi, ça a été vraiment juste après Incassable, quoi. C'était l'époque où j'adorais Shyamalan, quoi. Et alors, contrairement à Léa, c'est vrai que le Village, ça a été le début de la fin pour moi. Je voudrais juste rajouter ce que j'aime beaucoup dans Le Village et ce que j'ai retrouvé dans Split, c'est qu'on a un vrai, très intéressant personnage féminin, fort et fascinant. Et ça, c'est très important à mes yeux. Et David, pour finir? Alors pour la recommandation, j'en profite pour rejoindre ce que disait ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que Anya Taylor-Joy est vraiment la révélation très belle dans le film, très très impressionnante, très très forte de ce film. Je suis aussi tombé sur elle dans Barry, qui est une sorte de biopic sur la jeunesse de Barack Obama, qui est en ce moment sur Netflix. Exact, qui est un film Netflix qui a été publié que vous n'êtes absolument pas obligé de voir parce que c'est super nul. C'est pas bien. Elle joue une des premières maîtresses de Barack Obama. Je cherchais depuis tout à l'heure
Voilà où je tu l'as l'avais vu. vu récemment. Je l'ai vu dans The Witch, mais c'est là-dedans que je l'ai vu. On en parlait tout à l'heure en sortant de la séance. Vous regardez des trucs sur Netflix, les gars, franchement. Non, il faut pas regarder ça. Il faut pas regarder N'y ça. allez pas. C'est naze. En revanche, donc, du coup, je vais faire une recommandation beaucoup plus évidente pour aller avec Split, c'est de revoir Incassable. Évidemment. Et puis c'est pour moi, pour moi un film en termes de mise en scène parfait, quoi. Enfin, c'est un niveau vraiment, vraiment extraordinaire. Et puis revoir cette scène à la fin où Bruce Willis prend sans effort sa femme dans ses bras et l'amène dans la chambre à coucher à l'étage. Ce film, c'est quand même. Non, mais je suis complètement d'accord. Et Arnaud aussi, tu te moques, mais Arnaud, toi aussi. Non, je me moque pas. Non, c'était une petite blagounette parce que la première fois où je l'ai vu, j'étais vraiment comme ça, quoi. Ouais, mais moi aussi, à chaque fois pareil. Et moi, comme tout à l'heure, je recommande l'ouvrage collectif sur Shyamalan auquel David a participé, Contes de l'au-delà, le cinéma de M. Night Shyamalan aux éditions Vendémiaire, qui moi m'avait donné envie de revoir tout Shyamalan à l'aune de ce qui est écrit dedans. Oui, David. Peut-être qu'on peut en faire gagner un exemplaire. On peut en faire gagner un exemplaire, mais il faudrait trouver une question à laquelle doivent répondre les auditeurs qui ont écouté Split et qui donc ont vu Split. Quel sport pratique David Dunn dans sa jeunesse? Excellente question. Dans Incassable, quel sport pratique David Dunn dans sa jeunesse et qu'il doit arrêter à cause, soi-disant, d'une blessure suite à un accident de voiture, alors qu'en fait il n'est pas vraiment blessé. Notre temps est écoulé. Laissez-nous la réponse sur la page Facebook de l'émission ou sur SoundCloud. Vous pouvez aussi. Donc un exemplaire de ce livre à gagner. Merci à tous les trois. Merci à Jules à la technique. Merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur notre site nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Info à retrouver aussi sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio. N'hésitez pas, si vous utilisez iTunes pour nous écouter, à noter favorablement évidemment ce sympathique podcast. On vous le rendra bien, c'est juré. Et en attendant tout ça, on vous dit à très vite. Salut, c'est Mehdi Maizy. Retrouvez nos fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans nos fun.